projets pour que vraiment toute la Côte d'Ivoire puisse prendre son ampleur. Ça, c'était simplement la partie technologique, l'importance des mécanismes de développement propre. Mais maintenant, à Kyoto, vous avez quelque chose qui est en cours de discussion et nous avons besoin que ça existe. Ça s'appelle le RED, réduction des émissions par le déboisement et la déforestation. Vous vous rappelez, la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait montré qu'une plante, grâce à l'énergie du soleil, absorbait les gaz polluants et permettait à la planète de respirer. Mais quand elle va absorber ces gaz polluants, en fait, ça va devenir le tronc. Les troncs d'arbres sont du carbone. Et donc, toutes ces forêts que vous voyez, ce sont des stocks carbone. Quand nous détruisons nos forêts, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous émettons le fameux carbone qu'elles ont gardé dans l'atmosphère. Et lorsqu'on le laisse se décomposer, pourrir, comme les déchets que vous avez au bord de la lagune d'Abidjan, de nouveau, vous avez des gaz à effet de serre qui sont en train d'être déployés. Donc, la déforestation, elle empêche la planète de respirer. Elle peut causer des émissions de gaz à effet de serre et vous l'aviez dit vous-même, lorsque vous déforestez, vous laissez le désert arriver, donc vous augmentez votre vulnérabilité à ces fameux changements climatiques. Donc si vous voulez, on essaie de résumer ça par une image. La destruction de nos forêts, nous avons 300 000 hectares chaque année qui sont détruits en Côte d'Ivoire. La destruction de nos forêts, ça devient une émission de CO2. Et on perd de la forêt et on gagne rien. Ce que propose le RED, c'est de faire l'inverse. C'est de dire, écoutez, vos forêts ont été dégradées. Au contraire, faites du reboisement, faites de la conservation, aidez la forêt à se développer. Et vous allez vous rendre compte que notre fameux stock de carbone, notre fameux bois augmente. Et là, de la même manière, nous allons le transformer en crédit carbone. Donc, tout à l'heure, je prenais un exemple. Si vous avez un crédit carbone qui vaut 6 500 francs CFA, que votre projet évite l'émission de 10 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous avez 65 millions de francs CFA de revenus. Ça, c'est pour la technologie. Dans le monde forestier, si en mettant en place des forêts, si en les conservant, vous augmentez ce stock de carbone, vous avez droit à des crédits que vous pouvez vendre. Et si on reprend les mêmes chiffres que M. Léonard Kouadio, vous vous retrouvez avec 65 millions de francs CFA de revenus simplement pour sauver la forêt. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces éléments. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, pour nous résumer, parce que c'est ce qu'on appelle la finance carbone, vous vous souvenez ce graphe que je vous montre en permanence avec toute la production d'énergie. Qui est très effrayant. Qui est très effrayant, parce que comment on va faire pour changer toute cette quantité d'énergie? Eh bien la réponse... On peut aller jusqu'à là même. On peut aller jusque là. La réponse, elle est ici. Ça, c'est l'évolution des marchés carbone. Et vous voyez qu'en 2010, dans le monde entier, il y avait 149 milliards de dollars de revenus. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul projet pour les capturer. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Et donc, c'était un petit peu pour conclure cette émission. Et la semaine prochaine, on va rentrer maintenant dans quels sont les enjeux, quelles sont les négociations du changement climatique et comment est-ce que le ministère de l'Environnement se prépare pour affronter tout ceci à Durban en 2011. Merci beaucoup, Monsieur Lombardo. Monsieur Léonard Kouadio, vous, comment vous appréhendez tout cela? Est-ce que vous dites que, bon, c'est une vue de l'esprit ou bien, bon, il y a des choses à faire pour que, bon, le réflexe environnemental soit de mise, hein, chaque fois, chaque jour, dans chaque partie de nos vies? Oui, mais si on n'y croyait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous voyez, après 1000 efforts, nous sommes enregistrés aux Nations Unies. Ça veut dire qu'il faut travailler. Et il y a de l'espoir au bout. Monsieur Lombardo le disait, c'est le premier projet qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais en dehors de ça, le projet MDP est un projet classique de développement. Donc, à travers ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire, les gens verront que non seulement on peut avoir des gestes utiles, propres, mais également des gestes de développement. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les projets de MDP ont été inventés, j'ai pratiquement envie de dire, pour des personnes comme monsieur Léonard Kouadio. Vous avez 2 projets en cours d'enregistrement qui sont le fait d'un groupe très puissant en Côte d'Ivoire. Là, on a envie de dire c'est bien parce que même nos grands industriels se mettent en place. Mais lorsque vous avez des gens qui sortent de nulle part, je m'excuse, mais on ne connaissait pas, ce sont des personnes qui ont la passion, qui fouillent tous les sujets, qui ont une conscience environnementale, qui luttent pour sauver la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, il est important qu'on puisse aider ces entreprises, qu'on puisse dynamiser le développement de ces projets en Côte d'Ivoire. C'est ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Et quand nous partons à Durban dans les négociations, nous devons arriver avec des personnes qui représentent la compétence, la technicité et l'efficacité de la Côte d'Ivoire. J'ai bien envie de savoir sur quoi la délégation ivoirienne va axer à articuler son argumentaire à Durban. Alors, la délégation ivoirienne, elle appartient déjà au groupe des négociateurs
acteurs africains, donc notamment à Malabo il y a plusieurs mois et encore très récemment à Bamako, ils se sont réunis et ils ont mis en place justement la stratégie de négociation de la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces négociations. Mais ce qui sera plus important pour nous, ça sera de parvenir justement à arriver à Durban avec des projets concrets, robustes, efficaces, pour les présenter aux investisseurs. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des innovateurs, des personnes qui amènent l'innovation, comme M. Léonard Kouadio. Nous avons besoin de banques qui croient dans ces projets pour les financer et nous avons besoin que notre gouvernement facilite leur développement, car ce sont des sujets compliqués, mais surtout qu'ils sachent en faire la promotion à l'international, parce qu'une Côte d'Ivoire qui gagne, l'Afrique entière en a besoin dans le cadre de ces négociations. Je rappelle que vous n'êtes pas le directeur général de l'environnement. Hein, donc, pas du tout. Voilà. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Excusez-nous donc cette petite béquille. Alors, on va terminer avec vous pour dire que la semaine prochaine, on va aborder, avant de recevoir deux côtés dans quelques instants, la semaine prochaine, on va rentrer de plein pied dans les négociations. La semaine prochaine, on va vous présenter la position du groupe africain, comment est-ce qu'elle se construit, et justement, nous aurons, je l'espère, le DG de l'environnement, du ministère de l'Environnement qui va nous rejoindre, et lui nous expliquera comment est-ce que cette position se forme en Côte d'Ivoire, et comment est-ce que la Côte d'Ivoire, depuis 1992 jusqu'à 2012, a défendu l'intérêt de l'environnement et a défendu l'intérêt de notre pays dans ces grandes négociations internationales. Vous y croyez-vous, honnêtement? Honnêtement, avec le veto probable des États-Unis encore, bon, la Chine qui va forcément suivre. C'est impossible. J'ai envie de dire, mais à Durban, est-ce qu'on verra l'Afrique à Durban, on fait tout ce qu'on peut pour voir l'Afrique. On a déjà montré notre poids diplomatique à Copenhague en 2009, puisque n'étant pas écoutés, on leur a dit écoutez, vous ne nous écoutez pas, nous on s'en va. On a claqué la porte des négociations. Ça a fait son petit effet et ça nous a permis d'avancer un peu plus sur le sujet. Mais pourtant, à la fin, il n'y avait rien eu. Mais à la fin, on a obtenu de la part des pays développés l'engagement de ne pas dépasser une augmentation mondiale des températures de 2 degrés Celsius. Est-ce que dans les faits, ça s'est avéré exact? Dans les faits, c'est fait par les pays développés, mais le problème aujourd'hui, ce sont les pays émergents comme l'Inde et la Chine qui sont d'énormes pollueurs. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'était d'avoir à peu près 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour développer l'adaptation. Et là, malheureusement, on a un gros problème parce qu'ils nous disent, mais on vous donne déjà de l'argent, donc les fameux 100 milliards de dollars qu'on vous a prévus, en fait, c'est déjà dedans. Donc, c'est tout ça, justement, qu'on va voir l'année prochaine. Et maintenant, il faut se dire la vérité. Le protocole de Kyoto ne sera pas conclu, ne survivra pas à la réunion de Durban. Tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est donnez-nous encore quelques années de plus pour que ce protocole continue à exister, le temps qu'on puisse se mettre d'accord avec vous. Mais ne laissez pas mourir l'instrument qui est indispensable au développement africain, au développement durable en Afrique, sur notre terre africaine. Voilà, on va prendre un exemple pratique au niveau de la corniche. On va revenir dans un cas très pratique. Absolument. Voilà. La dure réalité environnementale abidjanaise. La corniche, quelle solution? Alors, la baie de Cocody. Déjà, quand vous voyez la baie de Cocody, vous savez que tous ces dépôts de terre que vous voyez sont des dépôts de terre qui viennent en amont. Nous avons eu des pratiques d'urbanisation sauvage qui ont bouché les caniveaux. Donc, les eaux n'ont jamais pris vraiment le bon chemin. Comment cela est possible? Eh ben, vous savez, un pays avec des fondamentaux comme la Côte d'Ivoire. Eh bien, il suffit simplement qu'on ne récure pas les caniveaux. Et ça, c'est malheureusement quelque chose que l'on voit. Deuxièmement, on a les banabanas qui vont venir s'installer sur les mêmes caniveaux. Et quand un policier va arriver pour les chasser, ça va être une dispute entre ces personnes-là. Mais personne n'a conscience justement du problème qui va être causé. Et une fois que toute cette urbanisation sauvage se met en place, faire une marche arrière, et vous voyez que c'est douloureux puisque le ministère de la Salubrité urbaine aujourd'hui a mis des actes forts pour respecter les normes d'urbanisation. Lorsqu'on veut faire une marche arrière, eh bien, les populations ne le comprennent pas toujours. Donc, la baie de Cocody, c'est à la fois le résultat de cette urbanisation sauvage, puisque toute la terre s'est accumulée. Et aujourd'hui, pour la nettoyer, on sait ce qu'on doit faire. On doit injecter une quantité d'air gigantesque dans le sable, de telle sorte que tout ce que vous avez qui est englouti dans cette lagune remonte à la surface, les pneus, les bouts de plastique, etc., etc. Ensuite, on doit pouvoir récupérer en surface tout ce qui aura été ramené. Et après, le deuxième travail, c'est de venir arracher cette terre qui est enfouie dans la vase, d'enlever toute cette terre et de l'amener quelque part pour qu'elle soit dépolluée. Et à ce moment-là, vous allez retrouver la lagune d'Abidjan telle qu'on l'avait il y a 20 ans. Mais malheureusement, ça a un coût et ce coût, il faut pouvoir l'inscrire dans nos priorités urbaines.
Et c'est si cher, parce que ça perdure tellement que c'est si cher que ça? Vous savez, on vit dans un monde qui est un monde de priorités. Je prends un exemple très simple, c'est l'électricité. On savait qu'on avait des problèmes d'électricité. Et malheureusement, il a fallu qu'on ait ces gigantesques délestages, qu'une seule panne à la turbine d'Azito montre que nous étions au point de rupture. La difficulté que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que cette très longue crise que nous avons traversée depuis 10 ans nous a amenés vers plusieurs points de rupture. Et là, aujourd'hui, le gouvernement actuel doit faire face à un nombre de priorités très importants. Espérons que la lagune, petit à petit, vienne dans leurs priorités pour la Métro-Cody. En tout cas, on est bien parti avec ce qu'on voit actuellement dans les rues d'Abidjan. Merci à vous, Monsieur Cédric Lombardo. Merci également à Monsieur Kwadio Léonard. Donc, je vais dire fierté de la Côte d'Ivoire. On espère que le projet va aboutir et qu'à Kyoto, donc, on aura de très bonnes nouvelles pour toutes ces personnes-là qui, férues de l'environnement, font mes épieds afin de promouvoir le développement durable. Merci, très chers téléspectateurs, d'être en notre compagnie. On aimerait saluer, faire des coucous à des personnes qui nous font l'honneur de leur présence devant leur poste récepteur. Coucou à Madame Mousseau, Georgette et Josiane Badé, à tous ceux qui nous regardent donc ici et ailleurs. On va se retrouver dans quelques instants seulement. Je rappelle que ce rendez-vous est réalisé par Edwige Ella Miaka.